C'est quoi comme carte ça? Ce sont les points les plus peuplés de la planète. Et aujourd'hui, 8 des plus grandes mégalopoles se trouvent en Asie. Et ça, c'est la carte du turfu, les prévisions de 2050. Et devinez quoi? Les leaders restent l'Asie et l'Afrique. Dans 25 ans, les Africains vont avoir 4 villes dans le top mondial. Et en 2100, les 3 mégalopoles les plus peuplées au monde seront africaines. Alors ok, ce ne sont que des projections, c'est pas non plus une boule de cristal. Mais même dans ces chiffres, on voit le potentiel énorme du continent. L'Afrique pourrait devenir le plus grand réservoir de main-d'œuvre au monde. Parce que là-bas, ils ont la meilleure natalité, du jamais vu pour notre époque. Et en plus, la plupart des gens vivent encore à la campagne. Donc ça veut dire qu'il faut construire absolument tout. Logements, usines, écoles, aéroports, routes, rails. Pourquoi? Bon, moins pour que les grandes puissances puissent continuer à sortir toutes les ressources de là. Parce qu'en Afrique, on trouve un tiers de toutes les matières premières de la planète. Déjà, t'as la Chine et la Russie qui sont devenus très amis avec le continent. Moi, je suis russe actuellement. Alors, de très grands projets sont déjà lancés pour l'Afrique. Malheureusement, tout n'est pas encore au point. Vous vous rappelez de Akon City? Le projet de ouf qui devait transformer le Sénégal en un Wakanda du futur? Eh ben, rideau. C'est fini. À la base, c'était en 2018 que ça a été annoncé par Akon, donc. Ah, une idée de ouf. Une smart city écologique à 6 milliards de dollars, 100% de énergie renouvelable, des infrastructures du dernier cri, et le tout financé par une crypto-monnaie locale, le Acoin. Ah ouais, dans les jeux de mots, il est bon. Forcément, tout le monde s'enflamme, le gouvernement sénégalais aussi. On lui balance plein d'autorisations, du budget. En veux-tu, en voilà. Il promet que la ville sera terminée en 2030, sauf que 5 ans plus tard, donc là, en 2025, il y a quoi? Bah, il y a juste un seul bâtiment, juste au centre, comme ça, avec rien autour. Et c'est tout. La crypto Acoin, bien sûr, bah, ça s'est effondré comme un château de cartes. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Et en 2022, Acoin s'est même retrouvé poursuivi par un investisseur qui l'accusait d'avoir détourné 4 millions destinés pour cette fameuse ville. Et apparemment, d'après certains experts, donc, ce financement ressemblait à une pyramide financière. Et donc, en résultat, là, il y a quelques mois, le gouvernement sénégalais a sifflé la fin, quoi. C'est, on arrête. Et Acoin, il s'est fait vanner de partout, comment il a foiré son projet. Et c'est vrai que ce projet a donné une mauvaise réputation au continent. Et l'Afrique commence à en avoir marre qu'on la sous-estime. Genre, vraiment, littéralement. Parce que commençons déjà par préciser que l'Afrique, sur les cartes, elle est beaucoup plus petite qu'elle ne l'est vraiment. Ouais, si vous ouvrez Google Maps ou n'importe quelle carte, quand vous regardez sur la carte, ce qui saute aux yeux, bah, c'est la Russie, Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Antarctique et l'Afrique. Elle a l'air grande, mais pas trop non plus. Et bah, le problème, c'est que cette projection du monde est complètement trompeuse. Prenez le Groenland, par exemple. Bah, sur la carte, il a l'air d'être aussi gros que l'Afrique. Alors qu'en vrai, l'Afrique est 14 fois plus grande que le Groenland. 14! Le Groenland, en fait, c'est juste un glaçon posé au milieu de l'Atlantique. Alors que l'Afrique, c'est littéralement un continent entier. Et plein d'autres pays sont gonflés artificiellement aussi sur cette carte, histoire de donner un peu plus d'importance, tu vois. Alors pourquoi cette illusion? Est-ce que c'est juste parce que les gens sont mauvais? En fait, non, parce qu'en fait, la carte qu'on utilise quasi tous, c'est la projection de Mercator. Elle date de plus de 500 ans à l'époque des grandes explorations. Et en fait, Mercator avait trouvé un moyen super pratique pour transformer une planète ronde en un planisphère plat. Et donc les formes générées des pays restent reconnaissables, et pour un navigateur de bateau, c'est nickel. C'est d'ailleurs pour ça que c'est cette carte-là qui est encore toujours sur nos smartphones. Le problème, c'est que côté proportion des pays, bah, c'est n'importe quoi. Quand on compare les pays à l'Afrique, on réalise vite à quel point le continent est immense. Regardez, ça c'est la France comparée à l'Afrique. Le continent représente à lui tout seul 1/5 de toutes les terres émergées de la planète. Et pour corriger ça, donc des gens ont décidé de faire une pétition qui s'appelle Correct the Map. On aimerait donc créer une nouvelle carte qui va s'appeler la Equal Earth, censée montrer l'Afrique à sa vraie taille et non pas une version Photoshop coloniale. Forcément, quand on est africain, on peut penser qu'on est effectivement à la marge. Parce que évidemment, si vous êtes plus petit, vous êtes considéré comme moins important. Alors c'est une très bonne initiative, on s'en a beaucoup parlé là récemment, mais à mon avis, honnêtement, je pense qu'ils vont quand même galérer. Parce qu'en fait, la carte parfaite n'existe pas. En fait, traduire une boule sur un dessin plat, bah, c'est casse-tête. Parce que déjà, il existe une dizaine de projections différentes, chacune avec ses défauts. Bref, moi perso, j'ai du mal qu'un jour on trouve une carte universelle qui mette tout le monde d'accord. D'ailleurs, comme cette vidéo, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec tous les trucs que je vais raconter dedans. Alors bien sûr, balancez vos infos et vos points de vue dans les commentaires, c'est très intéressant, on est là pour ça. Je précise quand même que moi, je fais des recherches de mon côté, mais ils sont pas égales. Aujourd'hui, il y a tellement d'infos de partout, et nous, on est des gens intelligents, on sait se comprendre. Donc si vous êtes d'Afrique ou alors d'origine, balancez c'est quoi votre pays déjà, super intéressant. Je sais qu'il y a plein d'Africains qui me suivent qui balancent des commentaires. Ah gros Yagada love à vous tous. Et alors dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir quelle surprise nous réserve l'Afrique? Alors,
C'est parti. Donc sur cette carte de Equal Earth, on voit à quel point l'Afrique est grande et puis elle se trouve au centre. Mais malgré cette position centrale et son climat chaud, parfois même brûlant, malheureusement ça n'a pas toujours aidé à son développement. Au contraire même, ça l'a freiné. Regardez cette carte climatique du monde. On y voit clairement les liens naturels entre l'Europe et l'Asie. Et c'est là que les premières civilisations ont pu domestiquer le blé, l'orge, les légumes, transmettre ses connaissances à ses voisins vivant dans des conditions similaires à peu près. Et c'est ainsi qu'apparaissent les premiers villages à peu près stables, puis des villes, puis des empires. Le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe en ont profité. Et l'Égypte antique aussi, grâce au Nil et à ses crues fertiles. Mais plus on descend vers le sud, plus l'échange de savoir devient difficile. Parce qu'entre les deux, il y a une énorme zone hostile. Le Sahara, un territoire immense, pratiquement inhabitable où presque rien ne pousse. Alors je sais qu'il y a une théorie qui existe, appuyée par des preuves, selon laquelle plusieurs milliers d'années plus tôt, le Sahara, c'était pas un désert. On y trouvait des rivières, des lacs, une savane verdoyante, avec des peuples nomades et tout. Mais vers 3500 avant Jésus-Christ, le climat change. Et la région se transforme en désert. Donc on a une coupure nette qui isole une grande partie de l'Afrique du reste du monde. Et maintenant, comparons ces deux cartes. L'Afrique, contrairement à l'Asie, est étirée verticalement, pas horizontalement. Et en Eurasie, une idée peut voyager de la Chine jusqu'aux îles britanniques, en gardant plus ou moins le même climat. Et en Afrique, ce qui naît par exemple au centre du continent ne correspond pas du tout à ceux qui vivent plus au nord, ou alors au contraire plus au sud. C'est comme si en gros tu proposais du maroilles à la chicorée à un Marseillais. Il ne sera pas intéressé, je pense. Et donc les idées et les technologies circulent beaucoup plus difficilement, plus lentement que chez les Européens ou les Asiatiques. Et même aujourd'hui, quand on regarde une carte de densité de population, on voit bien que le continent est formé de régions assez isolées les unes des autres. T'as l'Égypte d'un côté, puis l'Afrique du Nord, le Sud et l'Est, et entre chaque zone, d'immenses zones vides. Et maintenant, je vous présente une vieille copine bien relou. C'est la mouche tsetse. Elle vit sur environ un tiers du continent africain. Et son passe-temps favori, c'est de transmettre des maladies du sommeil, mortelles pour les hommes. Et comme si ça suffisait pas, elle touche aussi le bétail. Environ 3 millions de têtes chaque année, ils y passent. Et donc bien sûr, c'est un gros problème. Parce que justement, ces animaux domestiques, ailleurs dans les autres continents, ils ont justement changé la donne. En Eurasie, les bœufs et les chevaux ont permis de labourer plus de terre et donc plus de nourriture. Derrière, on attelle des charrettes pour transporter de la marchandise. On voyage plus loin, on développe des commerces, on échange des savoirs. Ou alors c'est juste pratique pour partir en guerre et piller les voisins. L'ancêtre d'Amazon. Et en Afrique, du coup, c'est un peu une autre histoire. Les sociétés sont déjà isolées par le climat. Elles avancent chacune dans leur coin. Et en plus, donc, les maladies transmises par ces mouches tsetse, elles ralentissent le développement agricole. Alors oui, bien sûr, il y aura des royaumes et même des empires très puissants sur le continent, mais aucun d'entre eux n'arrivera à dominer toute l'Afrique. Ni même une grande partie. Et quand on arrive à l'époque donc des grandes découvertes, t'as les Européens qui débarquent avec leurs bateaux, leurs canons, leurs inventions, et du coup ils découvrent des sociétés africaines qui ont donc technologiquement du retard. Mais en réalité, conquérir l'Afrique, c'était pas une partie de plaisir pour les Européens. Le continent avait son propre service de sécurité naturelle. C'est les maladies, le paludisme, la méningite, la fièvre jaune. Ces petites horreurs décimaient les colons à une vitesse folle. Parfois, la mortalité montait jusqu'à 95%. Pas étonnant que l'Afrique a été surnommée la tombe de l'homme blanc. Regardez d'ailleurs comment les Européens dessinaient la carte au début du 19e siècle. Le milieu du continent était rempli de grands trous blancs marqués d'un sobre parti inconnu. Donc en gros, on s'y aventure pas, c'est zone interdite. Donc du coup, les colons y restaient surtout sur les côtes et se concentraient donc sur la traite des esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest. Mais quand les scientifiques européens découvrent le premier vrai remède contre le paludisme, la porte du continent s'ouvre enfin. Et donc vers 1870, l'Europe ne contrôle qu'un 10e de l'Afrique, mais au début de la Première Guerre mondiale, elle en possède déjà les 90%. Les terres sont découpées comme un gâteau d'anniversaire. Les Anglais, les Français, des parts pour la Belgique, l'Allemagne et le Portugal, quelques miettes pour l'Italie et même pour l'Espagne. Et au final, sur toute la carte d'Afrique, il ne reste que 2 États indépendants. C'est l'Éthiopie et le Libéria. Et là, forcément, on se dit que si l'Afrique est aussi pauvre aujourd'hui, c'est à cause forcément de ces colonisateurs. Ils ont pompé tous ces ressources, pris les habitants comme main d'œuvre gratuite et n'ont rien laissé derrière eux. Alors bien sûr, c'est en partie la vérité.
Mais c'est toujours plus compliqué que ça. Parce que regardons, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de la colonisation? En 1960, qu'on appelle souvent l'année de l'Afrique, 17 pays décrochent leur indépendance. Puis dans les années 60 et 70, on voit ce mouvement continuer. Et aujourd'hui, le continent compte jusqu'à 54 États indépendants. Seule exception, le Sahara occidental, qui est toujours non reconnu. Et donc regardons les chiffres. En 1913, l'Afrique comptait 124 millions d'habitants, soit 7% de la population mondiale. Leur production économique représentait à peine 2% de la richesse globale. C'est pas fameux. En 1960, la population double. Mais la part du continent dans l'économie mondiale reste bloquée autour de 2%. Et aujourd'hui alors? On parle de 1,5 milliard de personnes. Près d'un humain sur 5 sur Terre est africain. Mais la part de l'Afrique dans l'économie mondiale reste à peu près la même, autour de 2%. Donc en clair, le vrai problème, c'est pas qui gouverne l'Afrique officiellement, mais plutôt comment on la gouverne en soum-soum de l'intérieur. L'Afrique, non. L'Afrique. Ouais. Et par exemple, un exemple qui résume très bien tout, c'est le Zimbabwe. En 2008-2009, le pays vit un des pires crashs économiques de l'histoire de l'humanité. La preuve? Voici une coupure officielle de 100 trillions de dollars zimbabwéens. Oui, trillions. Et avec ça, tu pouvais t'acheter 3 œufs. Et donc les habitants, ils pétaient des câbles, ils faisaient des manifestations en criant, en rigolant que c'était les milliardaires les plus affamés du monde. Dans certaines toilettes, il y avait carrément des panneaux qui disaient « Merci d'utiliser du papier de toilette et non pas des billets de banque ». Alors mais comment ils en sont arrivés là? Sous Robert Mugabe, le dictateur local, le Zimbabwe a décroché le record mondial de l'hyperinflation. La monnaie a perdu 79 milliards 600 millions de pourcents de sa valeur. Le chiffre est tellement absurde que même ta calculatrice elle plante. Donc à la base, le Zimbabwe, qui était une ancienne colonie britannique, vivait surtout de l'agriculture grâce à tous les fermiers britanniques restés sur place. Donc tabac, coton, sucre, une grosse partie de l'économie reposait là-dessus. Et donc Mugabe, pour rester au pouvoir, a trouvé une idée très populaire. Chasser définitivement tous ces ex-colonisateurs et redistribuer leurs terres à la population. Alors sur papier, très bonne initiative, très bonne promesse politique. Mais en pratique, ça n'a pas du tout marché. Parce que tous ces fermiers britanniques qui se sont barrés, ils ont rien laissé derrière eux. L'agriculture s'est effondrée, les emplois disparaissaient, et toutes les autres industries qui étaient liées à l'agriculture, ils commençaient à plonger aussi. Et en bonus, le pays récolte une pluie de sanctions internationales. Les investisseurs étrangers, ils veulent plus du tout mettre un sou là-dedans. Ils ont trop peur de se faire confisquer en fait. La décision était un peu trop brutale. Alors que fait Mugabe? Il décide que le problème, c'est juste qu'il n'y a pas assez de billets d'argent. Donc, solution miracle, il allume la planche à billets. Et donc, en résultat, sur papier, oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'argent. Mais en réalité, ça ne vaut même pas le prix du papier sur lequel c'est imprimé. Alors pourquoi je vous ai raconté cet exemple qui est même pas drôle au final? C'est que les raisons de la pauvreté de l'Afrique sont bien compliquées entre les colonisateurs et les dictateurs locaux. Et un des gros problèmes aussi, c'est que l'Afrique est un continent extrêmement morcelé, qui n'a jamais finalement connu d'unification naturelle comme la Chine ou l'Inde ou même l'Europe, avec l'Union européenne. Et cette fragmentation, les grandes puissances se sont toujours amusées à la recoudre à leur façon, selon leur propre intérêt. La preuve, c'est que jetons un coup d'œil sur le classement des langues les plus parlées dans le monde. Parce que une langue commune, c'est souvent la base pour créer de grands ensembles politiques. Justement pour rassembler les gens. Des États solides, voire des empires. Et en tête de podium, on trouve le chinois, l'espagnol, l'anglais, l'hindi et le portugais. Il y a même le russe dans le top 10. Mais en Afrique, si on enlève l'arabe de l'Afrique du Nord, le premier grand langage purement africain, c'est le Hausa. Et il n'arrive qu'en 25e place. On le parle au Nigeria, au Niger, au Soudan et au Cameroun. Et par exemple, dans un pays comme le Zimbabwe, la constitution reconnaît 16 langues officielles. 16 langues! Bon courage pour organiser un repas de famille. Et regardez aussi cette carte ethnique dessinée par Murdoch en 1959. La diversité des peuples est incroyable. Et surtout, elle ne colle pas du tout avec les frontières que les colonisateurs ont tracées à la règle à la fin du 19e siècle. Des ethnies entières se retrouvent séparées entre 2, parfois 3, parfois 4 pays différents. Et ça peut finir en réelle tragédie. Comme au Rwanda, là où près d'1 million de Tutsis ont été massacrés par leurs propres voisins. Mais à l'époque, les colonisateurs, ils n'avaient rien à faire de ces histoires internes. Leur seul objectif, c'était de se partager le gâteau. Éviter de se marcher dessus et continuer tranquillement à pomper les ressources. Regardez cette carte mondiale des chemins de fer. Ça saute aux yeux.
L'Europe, l'Amérique du Nord, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, tout est couvert de rails comme une toile d'araignée. Là-bas, donc, le train sert à relier de régions, booster le commerce, connecter des gens. Et maintenant, regardez l'Afrique. Ici, les chemins de fer, quand ils existent, ils n'ont jamais été pensés pour unir le continent. Leur seul objectif, c'était d'emmener des ressources le plus vite possible jusqu'au port le plus proche. Direction l'Europe. Donc c'est pas un réseau ferroviaire de tourisme, c'est un tapis roulant géant pour exporter des richesses. Et vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Eh ben pas vraiment. Prenons la nouvelle ligne de chemin de fer au Kenya, inaugurée en 2017. Elle relie la capitale à son grand port Mombasa. Officiellement, c'est pour moderniser le pays. Mais dans les faits, il y a seulement 4 trains passagers par jour et 30 trains de marchandises. Coût total de l'infrastructure, c'est 3,6 milliards de dollars. Et quand on sait que le Kenya exporte à peine 7 milliards par an, on comprend vite que ce n'est pas eux qui ont payé. Alors c'est qui? Bah bien sûr, c'est les Chinois. Et même scénario en Éthiopie. 759 km de rails flamboyants neufs, la première ligne électrifiée d'Afrique. Elle relie Addis Abeba au port de Djibouti. Et aujourd'hui, presque 95% du commerce éthiopien passe par ce duo de port-rail. Et devinez qui a financé l'opération? C'est la China Development Bank et l'Industrial and Commercial Bank of China. Jetons maintenant un œil sur l'Angola et la RDC. La ligne de Benguela, elle date du début du XXe siècle. Les Belges et les Portugais l'avaient construite pour sortir les ressources du Congo jusqu'au port de Lobito. Mais au XXIe siècle, il faut aller plus vite et transporter plus. Alors devinez qui reprend les travaux? C'est bon, je pense que vous l'avez. Pourquoi encore elle? Eh ben parce que c'est le client numéro 1 du Congo. Chaque année, Pékin achète pour 4,5 milliards de dollars de cuivre, de pétrole, d'étain et surtout de cobalt. Ce métal est l'ingrédient clé des batteries en lithium, celles qu'on retrouve partout aujourd'hui, des smartphones aux voitures électriques. Et où se trouve la moitié des réserves mondiales du cobalt? En RDC. Et qui rafle quasiment tout? J'ai même pas besoin de poser la question. Et pour qu'il n'y a plus aucun doute sur qui tient aujourd'hui les rênes du continent, regardez ces chiffres. En 2000, la carte du commerce africain montre surtout la France comme principal partenaire de nombreux pays, avec quelques exceptions. Et 20 ans plus tard, le paysage a totalement changé. Presque partout, le fournisseur et les clients numéro 1, c'est la Chine. Pourquoi ? Bah parce que Pékin reste la grande usine du monde. Près d'un tiers de la production planétaire sort encore de là-bas. Et pour que cette usine continue de tourner, il faut des tonnes de matières premières de bon marché. Et ça tombe bien parce que l'Afrique, on a plein et à petit prix. Mais ce n'est pas tout, parce que les produits chinois, faut bien les vendre quelque part aussi. Et là encore, l'Afrique est parfaite. Une population en pleine croissance qui a besoin de biens de consommation à prix accessible. Et donc en 20 ans, les exportations chinoises vers le continent ont été multipliées par 30. Il y a quelques années, voici à quoi ressemblait la carte des investissements chinois dans les grands projets à travers le monde. Ah ouais, l'Afrique brillait plus fort que n'importe quelle autre région. Mais sur quoi exactement ces milliards de crédits chinois tombent-ils ? Bah, principalement sur 2 choses. D'abord, les infrastructures de transport, les fameux chemins de fer, les ports, tout ce qui permet rapidement de sortir les ressources. Et ensuite, sur l'énergie et l'extraction de ces mêmes ressources. Et pour le reste, comme par exemple, des laboratoires, des universités, des écoles, quasi rien. Quelques miettes pour la santé ou alors pour l'alimentation, mais c'est super maigre. Et donc, malgré tous ces grands discours sur le partenariat et le développement commun, l'Afrique reste traitée comme elle était par ses anciens colonisateurs. Un gigantesque fournisseur de matières premières. En Afrique, on voit souvent que la différence entre un village où tout le monde mange et un village où les gens crèvent de faim, c'est l'État. Dans un cas, il fonctionne et dans l'autre, non. Voilà pourquoi ça me dérange quand j'entends des gens dire que l'État, c'est l'ennemi. Ils ne comprennent pas son rôle fondamental. Vous pensez que c'était une belle citation ? Non, c'est Barack Obama qui a dit ça. Barack, donc fils d'un migrant kényan. Donc il n'est pas vraiment extérieur à ce sujet. Il savait à peu près de quoi il parle. Eh ben il a mis pile le doigt sur le problème. L'Afrique n'a jamais eu de socle étatique solide, ni de puissance locale capable de lancer un développement continu pour leur propre compte. Et ça manque beaucoup. Au départ, le peuple africain est isolé par le climat, il est coupé du reste du monde, donc en retard dans leur développement. Ensuite, il tombe sous l'influence des Européens, plus avancés technologiquement. Ils montent certains peuples contre les autres pour qu'ils s'entretuent entre eux et pour qu'ils leur fournissent des esclaves. Et après avoir colonisé le continent, ils en tirent encore plus de richesses. Et quand ils finissent par partir, ils ne laissent pas derrière eux de véritables États forts, capables de prendre le relais. Juste des frontières tracées à la règle et des structures beaucoup trop fragiles pour enclencher une croissance durable. Mais en réalité, les colonisateurs sont jamais vraiment partis. La France, par exemple, elle continue encore aujourd'hui d'importer du pétrole, du minerai et de l'uranium africain. La Russie, aujourd'hui,
elle développe beaucoup cette amitié afro-russe. Aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants africains en Russie. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. En tant qu'Africain, moi, je me sens ici beaucoup plus en sécurité. Quand t'es arabe en France, c'est pas comme quand t'es arabe en Russie. Les gens, en fait, ne te regardent même pas. Puis arrive la Chine. Alors sur papier, ils amènent du cash, des produits bon marché, ils construisent des infrastructures, ils acceptent la corruption locale et surtout, ils ne viennent pas donner de leçons de démocratie. Et au bout du compte, là encore, tout se fait pour l'intérêt de Pékin, pas de l'Afrique. Comme un éternel cercle vicieux. Et au 21e siècle, ce cercle vicieux, faudra bien le briser. Parce que l'Afrique, on l'a dit, elle va exploser démographiquement. Et le reste du monde va forcément sentir la secousse. Alors retenez bien ces noms des capitales. Le Caire, Nairobi, Dar es Salaam, Kinshasa, Khartoum, Lagos. Ce sont les capitales qu'on devra apprendre par cœur. Parce que là-bas, soit il se passera des choses incroyablement positives, comme la croissance, l'infrastructure, le développement, soit des désastres monumentaux. Des révoltes, des guerres civiles, des crises humanitaires. Regardez déjà les bidonvilles de Lagos. Des millions de gens entassés, qui n'ont pas de terrain. Beaucoup construisent directement leur maison sur l'eau. Sérieusement, qui voudrait vivre dans ces conditions? Toi, tu voudrais? Bah, je suis comme toi. Et bah, forcément, beaucoup choisissent l'autre option. C'est de partir. Et c'est ce que montrent toutes les statistiques. Chaque année, le nombre de migrants africains augmente. Et en clair, tous les pays qui ont longtemps profité de l'Afrique, ou qui continuent encore aujourd'hui à jouer à ce double jeu, vont devoir payer cette addition au 21e siècle. Elle risque d'être salée. Alors je sais, il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo, donc mets ton avis dans les commentaires, mais moi, si je me suis trompé sur certains points, on est là pour ça. Moi, j'adore m'intéresser à ce genre de sujet. Donc on n'oublie pas un maximum de likes pour cette vidéo et pour me soutenir moi. Et moi, je vous fais un maximum de Yagedakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Allez.